redécouverte. Ce soir, René Vivien. Le pilori. Pendant longtemps, je fus clouée au pilori, et des femmes, voyant que je souffrais, ont ri. Puis des hommes ont pris dans leurs mains une boue qui vint éclabousser mes tempes et ma joue. Les pleurs montaient en moi houleux comme des flots, mais mon orgueil me fit refouler mes sanglots. Je les voyais ainsi comme à travers un songe affreux et dont l'horreur s'irrite et se prolonge. La place était publique et tous étaient venus, et les femmes jetaient des rires ingénus. Ils se lançaient des fruits avec des chansons folles, et le vent m'apportait le bruit de leurs paroles. J'ai senti la colère et l'horreur m'envahir. Silencieusement, j'appris à les haïr. Les insultes cinglaient comme des fouets d'ortie. Lorsqu'ils m'ont détaché enfin, je suis partie. Je suis partie au gré des vents, et depuis lors mon visage est pareil à la face des morts. Elle était en France. Bon, la France, ma patrie, etc., disait-elle. Mais enfin, elle était quand même étrangère. Elle était, non pas en exil, mais enfin, elle avait fui l'Angleterre et son foyer, et le poids du victorianisme, etc. Enfin, c'est l'époque où il y a le procès d'Oscar Wilde, tout de même. Hein. Bon, qui voyait-elle à Paris? Mais très peu de gens, extrêmement peu de gens. Elle ne fréquentait pas les salons littéraires, ni les salons mondains, à part celui de Nathalie, bien sûr. Bon, elle voyait son professeur et ami Charles Brun, quelques amis comme la romancière Marcelle Tiner, bon, Colette plus tard. Bon, mais enfin, il n'y a pas eu d'amitié profonde. Violette Chiletto, mais elle est morte rapidement. Enfin, elle vivait dans un cercle très restreint et elle s'est certainement sentie assez seule. Et elle a souffert de voir que Nathalie Barney, bon, de par sa nature, on ne peut pas lui reprocher, était attirée par quantité d'autres tentations plus prestigieuses qu'elle. Il faut bien dire, parce que René Vivien... était une femme qui donnait toute sa mesure dans la littérature ou dans l'amitié intime, si vous voulez. Mais dans un salon parisien brillant, elle ne devait pas faire une figure extraordinaire. Cette jeune fille qui s'est vue clouée au pilori, qui s'est crue persécutée, c'est Pauline Méritarn, une jeune Anglaise dont la postérité n'a gardé que son pseudonyme littéraire, René Vivien. Ce soir, en compagnie de son biographe, Jean-Paul Goujon, nous allons redécouvrir une René Vivien débarrassée des mythes et des légendes, soigneusement entretenue avant sa mort et plus de 77 ans après. René Vivien n'a pas connu qu'un seul amour exclusif avec Nathalie Barney. Elle n'a jamais été la victime soumise d'une dominatrice dont on taisait soigneusement le nom, que l'on ne désignait que par un titre, la baronne, voire un sobriquet, la brioche. René Vivien n'a jamais été une esclave. Poète, exaltée, absolue, si elle n'a pu supporter la vie, c'est que l'image qu'elle s'en était faite ne s'est jamais ajustée à la réalité. Et je pense qu'il faut aussi remonter à l'enfance, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une enfant qui n'a jamais été aimée au sens profond, enfin qui n'a jamais eu de foyer, parce que son père est mort, elle était très jeune, elle avait 6-7 ans. Bon, sa mère ne la détestait pas, mais enfin elle s'occupait moins d'elle, elle la négligeait. Bon, et puis elle était toujours ballottée entre la France et l'Angleterre. Alors la France a fini par représenter pour elle une sorte de pays de vacances, si vous voulez, de tolérance aussi. Bon, l'Angleterre, nous sommes en 1880-90, n'est-ce pas? C'était l'Angleterre victorienne, avec toute sa rigidité, toute sa pesanteur, surtout dans les familles de la classe plus ou moins aisée, comme était la famille Tarn. C'est vers l'âge de 13 ans que Pauline Méritarn, qui n'est pas encore René Vivien, va faire la connaissance de Violette Chiletto. Elles font leurs études dans le même pensionnat à Fontainebleau et habitent le même immeuble, 23 avenue du Bois. Violette Chiletto, c'était une jeune américaine extrêmement douée, que René Vivien a connue dans son enfance à Paris, mais extrêmement petite. Elle devait avoir, je crois, 6 ou 7 ans. Elles habitaient, leurs parents habitaient dans un immeuble au 23 avenue du Bois, étaient voisines, et bon, étant américaines, elles ont tout de suite communiqué avec René Vivien.
Et on ne sait pas grand-chose en fait sur ce qui s'est passé pendant cette enfance. Nous n'avons pas de documents, ce qui a permis d'ailleurs à certains érudits d'extrapoler et d'inventer, disons, une René Vivien à 10 ans, disciple de Sappho, ce qui me semble extrêmement exagéré. Et d'autre part, c'est une espèce de dénaturation d'une amitié d'enfance normale, enfin de deux Américaines, enfin une Anglaise et une Américaine à Paris, s'amusant ensemble. C'est devenu un peu plus sérieux ensuite. Je pense qu'elles devaient avoir 13 ou 14 ans quand elles sont allées ensemble à Fontainebleau dans un pensionnat. Alors là, évidemment, ça les a rapprochées énormément. Parce que ce pensionnat, d'abord, a développé leur ardeur à l'étude. Ce sont deux jeunes filles qui avaient une boulimie de littérature, de philosophie, de religion et de musique. Bon, alors elles ont extrêmement bien étudié. On rapporte que René Vivien avait des prix d'excellence, des prix de français, etc. Violette Chiletto, probablement, mais nous ne savons pas grand-chose sur elle, finalement. Violette Chiletto vivait avec sa sœur, et toutes les deux, c'était des petits enfants prodiges, qui avaient su éloigner leurs parents, enfin mettre leurs parents à distance plutôt, des parents très riches qui les laissaient manquer de rien, et elles vivaient dans une espèce de thébaïde avec des livres magnifiques de philosophie, de poésie, de religion, etc. Elles allaient au festival Wagner à Bayreuth, enfin, vous voyez un peu cette ambiance, un peu comme Nathalie Barney finalement, hein, mais moins mondaine, moins folâtre, extrêmement sérieux finalement. Et chez Vivien aussi, il y aura ce fond de sérieux intellectuel. Il y a eu l'épisode de Moulet, c'est-à-dire l'attraction qu'a eu René Vivien pour ce monsieur qui était un poète, qui faisait des vers et qui comprenait très bien la poésie. Et d'ailleurs, ce schéma est tout à fait typique chez René Vivien, c'est-à-dire que nous trouvons René Vivien s'intéressant, entamant des relations avec une personne qui peut être du sexe féminin ou du sexe masculin, ça dépend, hein, c'est variable, mais qui représente pour elle un peu le père, enfin quelqu'un qui est fondé en poésie, qui peut lui servir de guide, enfin, si vous voulez, la recherche du père et de la mère à la fois. Hein. Alors avec Moulet, ça a été très important parce qu'il y a un schéma qu'on retrouve dans les autres amours de René Vivien, c'est-à-dire une espèce de domination intellectuelle, mais qui finalement est vouée à un certain échec. Parce que, bon, les relations étaient impossibles entre cette jeune fille de 18 ans, qui était évidemment bridée par sa famille, puisqu'elle était orpheline de père, elle était donc sous la coupe de sa mère, c'était une femme un peu jalouse d'elle, surtout. Et d'autre part, ce professeur, qui était finalement, un homme tout à fait respectable, tranquille et point désireux du tout de tenter une aventure, je suppose, avec René Vivien. Et il y a eu un drame familial, elle a fait une fugue hors de sa maison, et il semble bien qu'elle aurait proposé à ce professeur d'aller le rejoindre à Paris, puisque sa maison c'était en Angleterre, elle s'est enfuie, il y a eu une fugue dramatique, elle a erré dans Londres plusieurs jours. Il y a eu un amour, mais c'était sans doute une passion de tête, assez intellectuelle, puis enfin, c'est presque typique, et on pourrait même dire topique, chez une jeune fille de 18 ans qui n'a aucune expérience de la société. Qui avait-elle vu dans sa famille? Mais personne, il n'y avait pas de garçon ni rien. Donc elle connaît, elle fréquente, grâce à une amie, ce monsieur, qui lui lit des vers, elle écrit, etc. Ça ne va pas plus loin. Et puis on lui dit non. Mais alors, à la place de René Vivien, on se dit, mais qu'est-ce qu'on m'interdit? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle n'avait rien fait de mal, elle s'était exaltée, d'accord, mais enfin, il n'y avait absolument rien de criminel. 4 ou 5 ans après, c'est la liaison avec Nathalie Barney. Alors évidemment, liaison beaucoup plus scandaleuse à l'époque, parce que Nathalie Barney était connue, à Paris, à cause de sa liaison avec Liane de Pougy, puis c'était une personnalité en vue de la société parisienne, cosmopolite, peut-être du tout Paris. Et puis, là aussi, elle se voit en but à la réprobation publique. Après, avec Hélène de Zulène, même chose. Septembre 1899. Une jeune fille anglaise, longue, fragile, les cheveux châtain clair, gardant encore le reflet presque évanoui de la blondeur enfantine. Des yeux sombres, une petite bouche pâle, un petit menton très affiné, une voix légère et musicale. Elle porte une robe d'un gris crépusculaire fleurie à la ceinture, de roses si blanches que la lumière semble les argenter et l'ombre les verdir. Sur les cheveux au bouffant large, moiré d'or, un grand chapeau à plumes noires. Pauline Tarn n'est pas encore René Vivien, éprise de poésie et de musique, ni triste, ni gaie, mais doucement grave. Parfois doucement malicieuse, elle ne connaît pas encore son génie et son cœur. Depuis quelques années, elle écrit des vers qu'elle ne montre à personne. Elle me les a envoyés. Je les ai lus avec un sentiment de surprise et d'admiration.
La forme est incertaine encore, mais le rythme révèle la musicienne, l'artiste instinctive. C'est très imparfait, dit-elle. Je travaillerai beaucoup. Je déteste l'à peu près. J'ai la folie de la perfection. Mais je doute de moi-même et cela me rend malheureuse. Puisque vous me dites que j'aurai du talent, je suis un peu réconfortée. Je vous dis adieu, mais je ne vous oublierai pas, et si un jour j'écris un livre, vous le recevrez, vous la première. Renée Vivien avait 21 ans, donc nous sommes en 1898-99. Elle arrive en France, indépendante, 21 ans, n'est-ce pas? Elle était sans doute avec une gouvernante, mais enfin, elle était moins bridée qu'avant. Il n'y a pas sa mère à ses côtés. Et elle va découvrir Paris, la littérature, etc. Bon, alors c'est vraiment la période du bonheur avec Violette Chiletto, parce que ce sont deux jeunes filles qui passent tout leur temps ensemble. Et alors, Violette Chiletto avait beaucoup mûri intellectuellement, semble-t-il, et elle avait fini par constituer avec sa sœur un monde féminin complètement clos. Très romantique, et d'où les hommes étaient évidemment exclus. Enfin, c'était pas du saphisme, mais enfin, disons que c'était peut-être une annonce. Les hommes étaient des brutes, ils étaient laids. Enfin, c'était uniquement les viveurs de la belle époque ou des candidats au mariage. Elle les trouve absolument ridicules. Et je cite ce petit jeu de société. Là, elle regardait les passants masculins dans les rues de Paris, puis elle les classait en petits cochons, moyens cochons et grands cochons. Sur ces entrefaites, Renée Vivien, nous sommes fin 1899, donc à l'aube du siècle, connaît Nathalie Barnet, qui était l'amie de Violette Chiletto. Et Violette Chiletto, paraît-il, aurait présenté Nathalie Barnet, qui était sa compatriote, jeune américaine de Cincinnati comme elle, à Renée Vivien en disant Nathalie est une fille assez volontaire, assez active, assez libre. Et ça va amuser Renée Vivien, qui avait souvent une certaine propension à la mélancolie, à la tristesse. Le résultat, ça a été ce qu'on sait, c'est-à-dire une liaison extrêmement forte entre Nathalie Barnet et Renée Vivien. Alors, cette liaison, évidemment, a obligé Renée Vivien à laisser un petit peu Violette Chiletto. Et il y a eu un éloignement qui s'est fait, et Violette, qui était très intelligente, l'a certainement senti. Et ça, vous le retrouvez transposé dans Une femme apparue, avec Violette Chiletto et le personnage de Dionne, espèce de madone fantomatique, très spectrale. C'est Violette qui, en 1899, présente Nathalie Clifford Barnet à Renée Vivien. Nathalie Clifford Barnet est comme Violette une jeune américaine. Mais elle est déjà très connue. Sa liaison avec Liane de Pougy a défrayé la chronique. Elle s'intéresse à la poésie et en parle à Renée Vivien. Celle-ci lui récite son poème « Lassitude ». La fascination pour les deux femmes est immédiate et réciproque. Lassitude. Je dormirai ce soir d'un large et doux sommeil. Fermez les lourds rideaux, tenez les portes closes. Surtout ne laissez pas pénétrer le soleil. Mettez autour de moi le soir trempé de roses. Posez sur la blancheur d'un oreiller profond ces mortuaires fleurs dont le parfum obsède. Posez-les dans mes mains, sur mon cœur, sur mon front, ces fleurs pâles qui sont comme une cire tiède. Et je dirai très bas, rien de moi n'est resté. Mon âme enfin repose, ayez donc pitié d'elle. Respectez son repos pendant l'éternité. Je dormirai ce soir de la mort la plus belle. Que ces feuilles et les fleurs, tubéreuses et lisses, et que se taise enfin, au seuil des portes closes, le persistant écho des sanglots de jadis. Ah, le soir infini, le soir trempé de roses. Quand elle va avec Nathalie Barnet en 1900, passer l'été à Bar Harbor, là, dans cette île du Maine, elle est très chagrinée de voir que Nathalie Barnet n'est plus à elle. C'est-à-dire qu'elle était partie avec l'idée de Paris ne nous séparera plus, on va être tous les deux dans la nature, là-bas, dans les vacances, etc. Et puis elle voit que Nathalie Barnet courait les balles, avec tous les gens de l'aristocratie, et elle ne comprenait plus. Et alors ça sera beaucoup plus grave parce qu'à Paris, Nathalie Barnet aura quantité de tentations. Et une des tentations de Nathalie Barnet, enfin si on peut appeler ça une tentation, parce que ça avait été sa grande passion précédente, c'est Liane de Pougy. Et Nathalie voyait que Renée Vivien était très jalouse de Liane de Pougy. Et elle sentait une infériorité
C'est ce qui explique peut-être son malaise. Et là, il y a une critique, je pense, assez judicieuse de Pierre Louis qui écrit à Nathalie Barnet, qui lui dit « Je sens toujours comment dit-il, une défense instinctive contre une malveillance imaginaire ». À un moment, Violette a parfaitement appris, enfin, s'est parfaitement rendu compte de la passion qui unissait René Vivien et Nathalie Barnet. Et elle s'est retirée discrètement en gardant son amitié. Et Violette dit à René Vivien, un jour, elle lui dit bon, je vais aller dans le Midi, comme c'était à la mode, passer l'hiver avec ma famille à Cannes. Bon, tu viendras me rejoindre. Et René Vivien, qui était pressé un peu de se débarrasser de Violette Chialetto, il dit d'accord, oui, je reviendrai, mais pas tout de suite, plus tard. Bon, parce qu'elle était en pleine euphorie, en pleine idylle avec Nathalie Barnet. Bon, et puis l'idylle avec Nathalie Barnet continue. Violette va dans le Midi. Et c'est là qu'elle attrape, on ne sait pas comment, une fièvre typhoïde et qu'elle a juste le temps d'expédier un télégramme à René Vivien, viens vite, etc. Bon, alors elle y est allée. Et elle est arrivée au chevet de la malade, il y avait des hauts et des bas. Et c'est assez curieux parce que dans les lettres à Charles Brun, par exemple, on voit René Vivien, c'est tout à fait typique, avoir du remords, disons, de se culpabiliser elle-même. Non, oui, c'est ma faute, j'aurais pas dû l'abandonner, je l'ai abandonné pour Nathalie qui me trompe, bon, qui est une collectionneuse, etc., etc. Et en même temps, elle se dit, oh, mais ça tombe mal parce qu'il faut que je revienne à Paris pour corriger les épreuves de mon livre Études et préludes, son premier livre qui paraissait au printemps 1901. Bon, et puis au bout de 8 jours, après des allers-retours assez compliqués à Paris, rapides, en train, René Vivien rentre et assiste à la mort de Violette Chialetto. Bon, alors là, c'était la catastrophe. Et ce qu'il y a de tout à fait typique là aussi avec René Vivien, c'est que ça l'a conduit à d'abord affirmer ses remords dans plusieurs poèmes, mais pas dans beaucoup, parce que dans le même temps, elle ne cessait de composer des poèmes célébrant Nathalie Barnet. Hein. Bon, tout ça, c'était une transposition sur un plan littéraire, évidemment. Et donc, la seconde chose qui s'est produite, c'est qu'elle va idéaliser son amitié d'enfance. Et qu'elle oppose cette amitié d'enfance absolument pure, désintéressée, bon, chaste évidemment, tout intellectuelle et mystique, à l'amour qu'elle était en train de vivre avec Nathalie Barnet. Vous voyez, il y a eu une modification et une recréation d'un type finalement littéraire. Alors ça, vous le trouvez dans Une femme apparue. Devant la mort d'une amie véritablement aimée, ils me disent, tandis que je sanglote encore, dans l'ombre du sépulcre où sa grâce pâlit, elle goûte la paix passagère du lit, les ténèbres au front et dans les yeux l'aurore. Mais elle a la splendeur de l'esprit délivré, rêve, haleine, harmonie, éclat, parfum, lumière. Le cercueil ne la peut contenir tout entière, ni le sol de chair morte et de pleurs enivrés. Les larmes d'or du cierge et le cri du cantique, les lys fanés ne sont qu'un symbole menteur. Dans une aube d'avril qui vient avec lenteur, elle refleurira, violette mystique. Moi, j'écoute parmi les temples de la mort et sens monter vers moi la chaleur de la terre. Cette accablante odeur recèle le mystère de l'ombre où l'on repose et du lit où l'on dort. J'écoute, mais le vent des espaces emporte l'audacieux espoir des infinis sereins. Je sais qu'elle n'est plus dans l'heure que j'étreins, l'heure unique et certaine, et moi, je la crois morte. Berthe Clérergue, la fidèle intendante de Nathalie Barnet, se souvient. Je crois que j'ai encore une soucoupe ici d'ailleurs, avec tout des violettes, tout ça. C'était très joli. Très, très joli, oui. C'était toujours en souvenir parce qu'elle gardait ce souvenir, je crois. Maintenant, on avait toujours de la photo dans le salon, comme celle qu'elle a sur son caveau à Passy. Absolument, c'était comme ça, mais on n'en parlait pas beaucoup. On en a parlé lorsqu'elle a donné le prix René Vivien à Marguerite Yourcenar en 1966. Et jamais Marguerite Yourcenar a dit dans des conférences, quelles qu'elles soient, ou quand on l'a interviewée, qu'elle avait eu le prix René Vivien. Elle n'a même jamais parlé de Miss Barnet. Pourtant, à cette époque-là, le prix était quand même de 5 000 francs. Elle a donné, je crois, pendant 3 ans de suite, 64, 65, 66.
Mais c'est à peu près tout ce que je sais de Renée Vivien, qu'elle a écrit des beaux poèmes, qu'elle était très belle. D'ailleurs, je vous ai gardé une photo. Je vais vous la donner. Vous pouvez arrêter un petit peu, une seconde. À la femme aimée. Lorsque tu vins à pas réfléchi dans la brume, le ciel mêlait aux ors le cristal et les reins. Ton corps se devinait ondoiement incertain, plus souple que la vague et plus frais que l'écume. Le soir d'été semblait un rêve oriental, de rose et de santal. Je tremblais. De longs lys religieux et blêmes se mouraient dans tes mains comme des cierges froids. Leur parfum expirant s'échappait de tes doigts en le souffle pâmé des angoisses suprêmes. De tes clairs vêtements s'exhalaient tour à tour l'agonie et l'amour. Je sentis frissonner sur mes lèvres muettes la douceur et l'effroi de ton premier baiser. Sous tes pas, j'entendis des lyres se briser, en criant vers le ciel l'ennui fier des poètes, parmi des flots de sons languissamment décrus. Blonde, tu m'as paru. Et l'esprit assoiffé d'éternel, d'impossible, d'infini, je voulus moduler largement un hymne de magie et d'émerveillement. Mais la strophe monta, bégayante et pénible, reflet naïf, écho puéril, vol heurté, vers ta divinité. En 1901, le ciel s'assombrit. Les amours deviennent orageuses. Renée Vivien en veut à Nathalie de l'avoir accaparée. Elle lui reproche de l'avoir éloignée de Violette. Elle est excédée par ses papillonnages, ses flirtations. Et lorsqu'elle apprend que Nathalie épouserait le comte de Chabannes de la Palisse, elle fait une première tentative de suicide à Londres. À l'automne, sort Idylle saphique, le récit de Liane de Pougy, de ses amours avec Nathalie Barnet. Renée comprend que jamais Nathalie ne lui appartiendra à elle seule. Elle décide de rompre. Elle a rencontré dans un salon celle qu'elle va appeler Eva dans Une femme apparue, une riche aristocrate, de 16 ans son aînée, Hélène de Zuilen, qui sait lui plaire et la rassurer. Nathalie Barnet est restée aux États-Unis et presse Renée de l'y rejoindre. Elle se contente d'un câble. Non, impossible revoir, tout absolument fini. Pour moi, comme je te l'ai dit, chère, j'aime une autre femme que Nathalie, et dans cet amour j'ai trouvé la paix. J'ai fait comme tu voulais, j'ai choisi les magiques yeux bleus et caressé la chevelure lunaire sur un front étourdi et sans souffrance. J'ai embrassé les lèvres que j'aimais, et j'ai consumé dans ce baiser les mots cruels qui envenimaient si profondément. Je suis demeurée devant ce splendide corps et j'ai crié dans le silence. Elle est morte. Et dans mon cœur, j'ai su que c'était vrai, car elle est véritablement morte pour moi. Et j'ai enterré toute haine, toute colère, tout ressentiment avec le splendide corps que j'aimais. Il me reste peu de choses à dire, chère Eva. Je quitte Paris le 1er avril. Inutile que Nathalie vienne ici, car elle ne me trouvera point. Tu seras toujours un très beau souvenir dans ma vie. Ta lettre est un poème. Que puis-je dire de plus? Rien de plus. Sinon un très reconnaissant et affectionné au revoir. Et alors, la rencontre avec Hélène van Zuilen, puisque vous osez enfin l'appeler par son nom. Oui. Il faut dire tout de suite que nous avons très peu de documents sur Hélène de Zuilen. Alors, le mystère qui subsiste est encore plus fort, finalement, que celui qui s'attache à Renée Vivien. Parce que moi, en cherchant pendant des années, j'ai fini par trouver une certaine masse de documents sur Vivien. Mais sur Hélène de Zuilen, je n'ai pratiquement rien trouvé, ou quelques lettres, ou très peu de choses.
Et c'est doublement inquiétant parce que à la mort de René Vivien, d'après ce que m'ont dit les héritiers de René Vivien, donc c'est une version un peu autorisée que je donne et que je crois d'ailleurs vraie, Hélène de Gillen a hérité des papiers de René Vivien. Et elle avait également, ce qui aurait été très précieux pour nous, tous les manuscrits littéraires de René Vivien, c'est-à-dire des cahiers d'ébauchement, etc. Alors, après sa mort, nous ne savons pas où cela est allé. Bon, il semble que les Allemands, les nazis, en 1940, aient pillé l'appartement d'Hélène de Gullen à Paris. Enfin, c'est même pas une hypothèse, c'est vrai. Avait-elle pu emporter en exil? Elle est partie, je crois, aux États-Unis, puis elle est morte à New York en 46 ou 47. Elle avait certainement pu emporter des choses. Par exemple, elle possédait le grand portrait en pied de Lévy-Durmer. Or, vous avez vu la spéculation qu'il y a sur Lévy-Durmer en ce moment, les Japonais l'achètent et tout dans les ventes. Ce portrait, que je sache, n'a jamais ressurgi. Alors, vers, semble-t-il, la fin de 1901, dans une réunion mondaine, René Vivien, qui était évidemment très brisé par sa rupture avec Nathalie Barnet, une de ses innombrables ruptures avec Nathalie Barnet, a rencontré cette dame, bon, dans une fête de société, et sans doute a-t-elle été très sensible à l'attachement maternel de cette femme, qui était certainement d'une grande sollicitude pour elle. La baronne venait, elle était habillée, c'était vraiment terrible. Elle avait, comme moi je dirais franchement, dans mon argot, elle était vraiment, vous savez, comme une sorcière. Elle avait toujours des trucs quand j'envoyais des... Vous savez, je me demande comment... Oui, elle avait beaucoup d'argent. Elle a pu payer, évidemment, beaucoup d'argent. La consolation de l'automne me rendait l'univers moins intolérable. J'avais une âme d'agonisant qui se réjouit de mourir. Avec une attente incertaine, je levai les yeux. Et devant moi, sereine de la sérénité d'octobre, j'aperçus Eva. Elle paraissait l'incarnation même de l'automne. Dans ses longues mains de martyr expiraient des chrysanthèmes mêlés aux feuilles mortes. Les plis mélancoliques de sa robe tombaient autour d'elle. Elle vint à moi. Nulle vaine parole ne brisa le charme du mystère. Je la comprenais et elle me comprenait également. Un merveilleux espoir, vaste comme la tristesse, se levait dans mon cœur. Vu la situation de René Vivien, qui essayait d'échapper à Nathalie Barnet, enfin, bon, tout en voulant revenir vers elle, chose très compliquée d'écrire dans les détails, Hélène de Gullen a été, je crois, plus ou moins obligée de confisquer René Vivien à son profit, mais elle l'a fait avec l'assentiment de Vivien, et c'était pour le bien de Vivien, pour lui permettre de la tranquillité. Et ce qu'il faut bien constater, ce qui est tout à fait prouvé et certain, c'est que, disons que pendant de 1902 à 1906 ou 7, enfin c'est un laps de temps de 6 ou 7 ans, grâce à la protection, à tous les sens du mot, financière, bon, sentimentale, etc., d'Hélène de Gullen, Vivien a pu produire peut-être la meilleure part de son œuvre, en tout cas la plus valable, celle qui témoigne du plus de stabilité mentale. Parce qu'avant, bien sûr, il y a les œuvres de jeunesse, mais leur intérêt n'est peut-être pas considérable. Il y a les premiers poèmes inspirés par Nathalie Barnet. Bon. Et ensuite, au moment où il y aura la rupture avec Hélène de Gullen, c'est le déclin littéraire complet qui va de pair avec un empoisonnement d'origine alcoolique de plus en plus prononcé, une névrose qui se traduit par des tas d'accidents, des maladies, etc. Je ne crois pas qu'elle ait eu une influence, on ne peut pas parler à mon avis d'influence néfaste sur Vivien. Le problème, c'est qu'effectivement, nous avons les souvenirs de Colette dans Le pur et l'impur, enfin ses plaisirs, où Colette raconte que vers 1907-1908, vers la fin, elle allait à des soirées chez Vivien et que Vivien était là, avec des divers amis, la plupart étant des femmes, et qu'à un moment donné, René Vivien partait, se levait, l'air un peu troublé, disait non mes amis, je suis désolé, pas ce soir, je suis réquisitionnée, elle est terrible, voilà, puis elle disparaissait. Bon. Alors, Colette s'interroge, mais ça c'est certain que Colette est un exact mémorialiste, on peut tenir pour assurer qu'elle n'a rien inventé, ce ne sont pas des calomnies du tout, cela. Mais simplement, Vivien a bien dit ses paroles, nous sommes d'accord, mais est-ce que ces paroles cadraient avec la réalité? Probablement pas, parce que on imagine mal Hélène de Gullen faisant, disons, téléphoner à Vivien de venir à minuit, de lâcher. Ça a pu arriver une ou deux fois, si vous voulez, mais enfin moi je ne sais pas, j'ai l'impression que c'était une espèce de fiction, de mythomanie qu'avait Vivien, parce que
Elle n'était plus bien avec Hélène de Zulène à la fin. Bon, il y avait eu des tas de contentieux entre elles. Et c'était une espèce de fiction destinée à maintenir l'idée d'une baronne jalouse et tyrannique, mais enfin qui était là, qui veillait quand même toujours sur elle. À la bien-aimée. Vous êtes mon palais, mon soir et mon automne, et ma voile de soie et mon jardin de lys, ma cassolette d'or et ma blanche colonne, mon parc et mon étang de roseaux et d'iris. Vous êtes mes parfums d'ambre et de miel, ma palme, mes feuillages, mes chants de cigales dans l'air, ma neige qui se meurt d'être hautaine et calme, et mes algues et mes paysages de mer. Et vous êtes ma cloche aux sanglots monotones, mon île fraîche et ma secourable oasis. Vous êtes mon palais, mon soir et mon automne, et ma voile de soie et mon jardin de lys. C'est quand même l'un des plus grands poètes féminins français. Je ne veux pas dire, bien sûr, l'un des plus grands poètes féminins de tous les temps, parce que ça serait assez ridicule. Et puis, enfin, je ne sais pas, il y a l'œuvre de Sappho, enfin, ce qui nous en reste, hélas. Bon, il y a l'œuvre de poétesses comme Emily Dickinson ou, si vous voulez, Louise Labbé. Bon, mais à l'époque moderne, il y a peu de grandes poétesses en France. Bon, celle qu'on cite le plus souvent, c'est Marceline Desbordes-Valmore. Mais c'est le romantisme, si vous voulez. C'est déjà une autre époque. René Vivien est quand même dans le XXe siècle. Alors bon, il y en a eu quelques autres, mais c'est très particulier d'abord parce que c'est une femme qui réussit à s'exprimer à une époque où, bon, il y avait quantité de femmes écrivains, mais disons que ce n'était pas d'une qualité extraordinaire. Avec elle, ce qui frappe, c'est surtout la qualité. Alors, elle s'intègre naturellement dans ce mouvement qu'on appelle le romantisme féminin. Bon, Anna de Noailles, bon, Marie de Régnier, Gérard Douville, Lucie de la rue Mardru, la quatrième étant René Vivien. Bon, puis on peut évoquer Colette aussi, bien qu'elle n'ait pas écrit de poème à proprement dit. Alors, elle est très typique. Mais dans ce mouvement du romantisme féminin, elle est à part. Elle est à part à cause de son saphisme. Parce que les autres femmes, bon, comme Anna de Noailles, je ne sais pas, je ne suis pas assez qualifié pour me prononcer là-dessus, mais bon, Colette et surtout Gérard Douville, et Lucie de Mardru encore plus, puisqu'elle a été la membre de Nathalie Barnet, avaient des inclinations, vous savez, bon, ou beaucoup plus, mais elle ne l'imprimaient pas noir sur blanc. Hein, à l'époque, bon, ce n'était pas possible. Alors elle a choisi de s'affirmer telle qu'elle était. Il est vrai qu'il y a aussi chez elle un peu le désir d'imiter Sappho, mais imiter Sappho, elle imitera l'attitude littéraire de Sappho, enfin la production littéraire, mais dans sa vie, enfin dans ses mœurs, dans ses passions, elle n'a pas choisi d'imiter Sappho, elle était comme ça, bon, n'est-ce pas, la référence à Sappho est venue ensuite, c'est une référence littéraire qui est venue se greffer ensuite, bon, et qui l'a énormément impressionné, parce que René Vivien, comme je crois toute personne sensible à la poésie, a été extrêmement impressionné par les vers de Sappho qui sont absolument merveilleux. Amoureuse de Sappho, Renée va connaître sa patrie. En 1905, le temps d'une réconciliation avec Nathalie Barnet, elles partent toutes les deux pour Lesbos. En débarquant à Mytilène, du fond de mon passé, je retourne vers toi, Mytilène, à travers les siècles disparates, t'apportant ma ferveur, ma jeunesse et ma foi, et mon amour, ainsi qu'un présent d'aromates. Mytilène, à travers les siècles disparates, du fond de mon passé, je retourne vers toi. Je retrouve tes flots, tes oliviers, tes vignes, et ton azur où je me fonds et me dissous. Tes barques et tes monts avec leurs nobles lignes, tes cigales aux cris exaspérés et fous. Sous ton azur où je me fonds et me dissous, je retrouve tes flots, tes oliviers, tes vignes. Reçois dans tes vergers un couple féminin, île mélodieuse et propice aux caresses. Parmi l'asiatique odeur du lourd jasmin, tu n'as point oublié Psapha, ni ses maîtresses. Île mélodieuse et propice aux caresses, reçois dans tes vergers un couple féminin. Quand, disposant leur corps sur tes lits d'algues sèches, les amantes jetaient des mots las et brisés, tu mêlais tes odeurs de rose et de pêche aux longs chuchotements qui suivent les baisers. À notre tour, jetant des mots las et brisés, nous disposons nos corps sur tes lits d'algues sèches.
Mytilène, parure et splendeur de la mer, comme elle versatile et comme elle éternelle, soit l'autel aujourd'hui des ivresses d'hier. Puisque Psapha couchait avec une immortelle, accueille-nous avec bonté pour l'amour d'elle, Mytilène, parure et splendeur de la mer. Tous les poèmes de René Vivien, je crois, ont été publiés chez le maire. Ah oui, oui, oui. Mais assez frais, elle payait. Ah, ben c'était la baronne qui payait. Ou bien elle. Il dit qu'elle était très riche. Moi, j'ai jamais su par Miss Barnet qu'elle était riche, Pauline Tarte. Elle était très pauvre. Elle dépendait aussi de sa famille, comme elle buvait beaucoup, elle faisait beaucoup, vous savez, elle sortait énormément, d'après ce que j'ai su, moi, à droite, à gauche. J'en ai parlé un jour avec Dolly Weird. Eh bien, elle me disait, elle était fantasque. Peut-être qu'elle était fantasque, d'après les poèmes. Parce que quand j'ai lu les poèmes, moi, j'ai dit quand même, elle savait qu'elle allait mourir très jeune. C'est curieux, ça. Dans tous ces poèmes, on aurait dit qu'elle sentait la mort arriver. Est-ce parce qu'elle était malade? Pourtant, elle n'a pas tout le temps été malade. Elle était belle quand elle était jeune, très jeune, 20, 25 ans. Puis elle est morte à 33 ans. Je trouve qu'elle était très belle avant. Elle avait, je ne sais pas, on n'aurait pas dit qu'elle était malade à mourir si vite, si tôt. Sa poésie se situe dans une zone tout à fait particulière. Je crois quand même que c'est un grand maître de la forme. Hein, elle a poussé le vers parnassien assez loin. Enfin, elle a su introduire dans ses vers une espèce de mélodie continuelle, de musique. Bon, tous les grands poètes ont fait ça, évidemment. Mais chez elle, il y a l'héritage anglais aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'héritage anglais et des poètes qu'elle admirait énormément, c'est-à-dire les grands poètes anglais, les grands lyriques, Shakespeare, Keats et peut-être surtout Swinburne, qui est sans doute l'un des poètes anglais les plus musicaux. Alors, il y a une musique qui porte le discours chez elle, et ça peut toucher. Et évidemment, ce qui touche, c'est le fond même de la poésie, qui est finalement une répétition de la mort. La poésie de Vivien se présente comme une espèce de répétition de la mort, parce que c'est toujours la passion qui affronte le monde, ou l'autre, enfin bon, les autres, et qui n'arrive pas à trouver l'harmonie ou le bonheur. Enfin, il n'y a jamais de... Il y a des moments d'accalmie, mais il n'y a jamais de réalisation complète. Et on a l'impression que la seule réalisation complète, c'est la mort. Mais c'est quelque chose d'imaginaire. Hein, enfin, c'est le dernier voyage dont parlait Baudelaire. Mais pour Vivien, on a l'impression que ce dernier voyage est aussi une manière de fuir le monde. Mais de fuir le monde, non pas parce que, si vous voulez, comme Baudelaire, on a épuisé certaines choses, ou on est dégoûté de bien des choses, mais c'est un refuge. Là où elle est tout à fait unique, c'est tout d'un coup un trait de chaleur qui traverse cette espèce de froid, de fascination de la mort, de cette impossibilité à vivre, à aimer, qui, bon, je crois, c'est elle. Enfin, il n'y a sans doute pas là de modèle auquel on puisse penser. Je connaissais bien sûr déjà certains de ses poèmes, mais j'ai eu l'occasion là d'en relire beaucoup. Et j'étais frappée par quelques-uns qui sont d'une beauté incroyable, comme À une amie. Et puis alors d'autres où vraiment j'ai tout fait, quoi. J'ai tout fait absolument. Et j'en avais mal parce que je suis sûre qu'effectivement, c'est pas possible qu'une femme choisisse à ce point la mort. Water Lilies. Parmi les ondoiements et les éclairs douteux, les langoureux lys d'eau lèvent leur front laiteux. La rivière aux flots lourds berce leur somnolence. Ce sont d'étranges fleurs de mort et de silence. Leur fraîcheur refroidit les flammes du soleil, et leur souffle répand une odeur de sommeil. Ce sont des fleurs de mort et de mélancolie. Elles ont caressé les bras nus d'Ophélie. Elles aiment le saule et les roseaux, le bruit des feuillages, les soirs d'émeraude et la nuit. L'accablante splendeur du jour les importune. Elles dorment sur l'eau, pâles comme la lune. Aucun souffle d'amour n'atteint leur pureté. Elles furent jadis les lotus du l'été. Perséphonée, tressant des couronnes de rêve, les cueillit, quand ses pas errèrent sur la grève des morts,
où les reflets plus beaux que les couleurs, et les échos plus doux que les sons, où les fleurs sans parfum sont tissées dans la trame du songe, où l'ivresse qui sourd des pavots se prolonge. Et les lits sont gardés le pieux souvenir du pays tiède, où tous les chocs vont s'amortir, de la déesse aux yeux de crépuscule tendre, dénouant ses cheveux de poussière et de cendre. Ce que je vois chez Vivien, c'est elle traduit une espèce d'hallucination. L'hallucination que peut provoquer la réalité, enfin les autres gens, les passions, la vie, sur une sensibilité féminine très très forte et très très sensible. Il y a eu certainement chez elle, au début, une blessure très forte. Lorsqu'elle était avec Hélène de Zuylène, c'est là qu'elle compose son poème Le Pilori, qui, semble-t-il, reflète des scènes où elle allait, je sais pas, dans des restaurants, en bois de Boulogne, etc. Et elle était montrée du doigt par des gens qui pouffaient de rire ou qui échangeaient des commentaires, etc. Alors, elle s'est vue vraiment persécutée et montrée, elle l'a dit, montrée au doigt par la foule. Alors, vous comprenez, dès son enfance, elle a eu cette sensation d'être exclue du monde normal. Et elle avait très très peur d'une chose qui était un réflexe peut-être un peu enfantin chez elle, mais enfin qui est compréhensible et explicable, c'est que son genre de vie, surtout avec Nathalie Barnet, viennent empêcher sa famille en Angleterre de mener une vie normale. C'était un peu un fantasme parce que une liaison à Paris n'allait pas être chuchotée dans tous les foyers de Londres, mais elle avait surtout peur que sa sœur ne puisse pas se marier normalement parce que c'était un scandale, c'était très choquant. Alors ça aussi c'est un réflexe de peur que nous trouvons chez elle. Réflexe de peur, et elle se dit mais dans le fond c'est moi qui vais faire le malheur de ma sœur puisque c'est la vie que je mène, que j'ai choisi de mener, mais enfin la vie que je mène qui va l'empêcher. Mais c'était une crainte chimérique puisque sa sœur s'est mariée tout à fait normalement, honorablement et tout. Et Renée Vivien insistait comme demoiselle d'honneur, l'unique demoiselle d'honneur à son mariage, et elle a été aux petits soins pour elle et tout. Et après, elle a dû sentir un véritable soulagement, et on voit que dans les dernières années, elle se tourne vers sa sœur et vers son beau-frère comme un foyer, c'est-à-dire quelque chose, je ne sais pas si elle regrettait de ne pas avoir ça serait vraiment excessif de dire ça, mais enfin, elle trouvait la paix et la stabilité. Et comme elle avait perdu la paix et la stabilité auprès d'Hélène de Zuylène, avec qui elle avait rompu, elle se tournait vers ce qui lui semblait concrétiser un rêve inaccessible finalement pour elle. Pour ma sœur, je te dédie avec mes pleurs ce lourd poème, ô ma petite sœur, ô sœurette que j'aime. Je te le donne avec les larmes de ce cœur qui fut mien et qu'emplit maintenant la rancœur. Je te le donne avec les larmes de mon âme, avec le souvenir de mon cœur d'enfant, femme. Toi seul en l'autre fois fus ce que plus jamais, et c'est pourquoi mon cœur t'appartient à jamais. Moi qui gardais en moi la solitude amère, lorsqu'on parlait de toi, je devins presque mère. Mien me fut ton bonheur, ton chagrin fut le mien, et si je m'éloignais de toi, c'est pour ton bien. Si je détourne ainsi de toi ma face blême, si je m'éloigne ainsi de toi, c'est que je t'aime. À partir de 1907, on peut dire, le dernier livre véritablement achevé, c'est Flambeau, c'est Sillage qui date de 1907-1908. Mais le dernier livre de poèmes qui est peut-être son chef-d'œuvre, c'est L'heure des mains jointes, qui est peut-être son plus beau livre. Et alors après, il y a une espèce de glissade progressive. Elle va rompre avec Hélène de Zuylène, sans qu'il y ait de rupture véritable. Elle ne cesse de se voir, il y a de la jalousie, etc. Et puis son très fidèle ami Charles Brun, une espèce de mentor poétique et spirituel, va partir. Il est muté dans le Nord, à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, en 1907, je crois, ou 8. Alors elle se retrouve seule, elle n'a plus Hélène de Zuylène, elle n'a plus Charles Brun, qui étaient ces deux, ceux qui la soutenaient le plus. Et sa solitude se fait de plus en plus grande. Et alors, elle se disperse de plus en plus. Ce sont les passades là qu'on a racontées avec certaines femmes. On a peu de détails là-dessus, mais il semble que Vivien soit descendu assez bas.
Et puis, brusquement, elle veut refaire toute son œuvre, réécrire toute son œuvre. Enfin, c'est une idée qui lui trottait dans la tête depuis un certain temps, mais là, ça s'accélère en 1908, 1909. Bon, elle donne des rééditions augmentées, allégées, modifiées de certaines de ses œuvres. Elle commence à écrire sa dernière œuvre qu'elle ne finira pas, Anne Boleyn, qui est un texte qui n'est pas très bon, enfin, qui est très révélateur, mais qui n'est pas très bon, qui témoigne d'une grande faiblesse mentale. Bon, alors là, c'est un déluge de télégrammes, de lettres en direction de l'imprimerie Le Maire, refaire des livres qu'elle payait, évidemment. Chaque fois, c'est des comptes d'auteur. Elle fait encore en 1907, il y a un dernier long voyage, extrêmement long, elle va jusqu'en Chine et au Japon. Elle revient par Honolulu, les îles Hawaï, bon, en compagnie de sa mère d'ailleurs, puisque sa sœur venait de se marier. Il y a un retour vers la famille à la fin de sa vie, hein, qui est important. Hein. Là aussi, retour vers la famille, parce que semble-t-il, elle se raccroche à tout ce qu'elle peut dans sa solitude. L'offrande. Pour lui prouver que je l'aime plus que moi-même, je donnerai mes yeux à la femme que j'aime. Je lui dirai d'un ton humble, tendre et joyeux, ma très chère, voici l'offrande de mes yeux. Je donnerai mes yeux qui virent tant de choses, tant de couchants et tant de mers et tant de roses. Ces yeux qui furent miens se posèrent jadis sur le terrible autel de l'antique Éleusis, sur Séville aux beautés pieuses et profanes, sur la lente Arabie avec ses caravanes. J'ai vu Grenade éprise en vain de ses grandeurs mortes, parmi les champs les lourdes odeurs, Venise qui pâlit, d'Ogarès mourante, et Florence qui fut la maîtresse de Dante. J'ai vu l'Hélade où pleure un écho de Syrinx, et l'Égypte accroupie en face du grand Sphinx. J'ai vu, près des flots sourds que la nuit rassérène, ces lourds vergers qui sont l'orgueil de Mytilène. J'ai vu des îles d'or aux temples parfumés, essuyés d'eau plein de voix frêles de moussemées. Au hasard des climats, des courants et des zones, j'ai vu la Chine même avec ses faces jaunes. J'ai vu les îles d'or où l'air se fait plus doux, et les étangs sacrés près des temples hindous, ces temples où survit l'inutile sagesse. Je te donne tout ce que j'ai vu, ma maîtresse. Je reviens t'apportant mes ciels gris ou joyeux. Toi que j'aime, voici l'offrande de mes yeux. 1908, il y a encore des séjours à Nice où elle allait souvent. Elle avait une villa à Nice, bon, qui est évoquée par Colette, justement, Colette y va en 1907, je crois bien. Et il y a un voyage en Hollande qui se situe à la fin, en 1909. Et alors là, bon, René Vivien était méconnaissable, bon, broyant du noir. Il faut dire qu'elle avait été extrêmement atteinte par, en 1908, en août 1908, elle a voulu se suicider en prenant du laudanum dans son hôtel à Londres. Bon, et en 1909, Hélène de Zulène essaye, malgré tout, de sauver Vivien. Là, on peut dire que vraiment, elle lui a servi à la fin de garde-malade et d'infirmière. Et elle a eu un grand mérite parce qu'elle refusait absolument, Vivien refusait d'aller voir des médecins. Hélène de Zulène disait non, on va aller voir le plus grand spécialiste. Et impossible, elle ne voulait pas rentrer, elle ne voulait pas se faire examiner, etc. Bon, puis elle avait choisi une méthode très simple, la grève de la faim. Alors, bon, non seulement elle ne mangeait pas, mais par contre, elle buvait. Elle buvait Colette l'a dit, des alcools extrêmement forts, plus ou moins en cachette. Enfin, c'est un peu comme Toulouse-Lautrec, à la fin de sa vie, il est obligé de se dissimuler, de boire en cachette. Et c'est véritablement l'écroulement. Alors, il y a un dernier voyage en Angleterre où elle est très heureuse, elle revoit sa sœur, bon, elle prend du bon temps, et finalement, elle dit elle aime Londres. Enfin, elle aime Londres. Oui, c'était extrêmement tard. Bon, et puis, elle revient avec Hélène de Zulène. Et là, on n'a pas tellement de détails parce que les amis de René Vivien ont été obligés de taire certaines choses. Moi, ce que j'ai su par des témoignages, c'est que à cette époque, les domestiques de René Vivien, très souvent, la ramassaient complètement ivre-morte sur le tapis et étaient obligés d'aller l'amener dans son lit. Bon, et c'est à ce moment-là que, travaillée par toutes les idées mystiques qui avaient toujours été siennes, finalement, elle décide de se convertir à la religion catholique. En effet, elle était protestante, hein, puisque née anglaise, anglicane. Bon, il y a certainement cette amie, Mademoiselle Gers, qui a eu une grande influence sur elle. Pour René Vivien, c'était... peut-être pas une échappatoire, mais c'était certainement une planche de salut. Elle se raccroche à ça en ultime instance. Je ne crois pas que la conversion de René Vivien soit quelque chose... c'est quelque chose de très important pour elle, d'exemplaire, si vous voulez, pour elle, mais
ça n'affecte en rien sa vie passée. C'est exactement comme pour Rimbaud. Bon, sur le lit de mort, bon, on ne sait pas ce qu'on peut faire, hein, mais ce n'est pas une conversion qui a été méditée pendant des années avant. Il y avait peut-être l'influence de Violette Chiletto qui s'était convertie. Bon, et alors elle va mourir et dépérir véritablement. Enfin, elle a eu, je crois, des accidents respiratoires, mais comme disait Marcel Tiner, ses jambes ne la soutenaient plus. Elle devait sortir au brassac camériste avec une canne, enfin, l'effondrement complet. Et elle meurt. Non pas seule, parce que bon, il y avait sa sœur qui était venue, bon, il y avait Hélène de Zuylène, il y avait des tas de gens, mais enfin, dans un certain isolement et une grande détresse. Sachant qu'elle est mourante, Nathalie Barnet se précipite avenue du Bois pour lui porter les violettes qu'elle aime tant. Elle lui a apporté un gros bouquet de violettes et on n'a pas voulu qu'elle rentre. Elle est revenue avec son bouquet de violettes. Mais en tout cas, elle ne l'a pas revue vraiment à sa mort. Renée Vivien meurt à l'aube du 18 novembre 1909. Elle a 32 ans. L'amoureuse de la mort a composé l'épitaphe qui ornera sa pierre tombale. Voici la porte d'où je sors, ô mes roses et mes épines, qu'importe l'autrefois. Je dors en songeant aux choses divines. Voici donc mon âme ravie, car elle s'apaise et s'endort, ayant pour l'amour de la mort pardonné ce crime, la vie. Les textes et les poèmes étaient lus par Ariane Gerba et étaient extraits des œuvres complètes de Renée Vivien qui sortent aux éditions Régine de Forges. Nous remercions particulièrement Jean-Paul Goujon, auteur de « Tes blessures sont plus douces que leurs caresses », une vie de Renée Vivien qui paraît également chez Régine de Forges. Ont participé à cette émission Berthe Clérergue et Agnès de Luna.